Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. Le Haut Conseil des collectivités locales, quelle pertinence? Une réelle volonté de décentralisation ou une institution de plus? Le Sénégal et ses difficultés d'absorption de fonds, pourquoi des lenteurs dans la mise en place des fonds pour les populations? Les divergences entre le pouvoir et l'opposition sur le fichier électoral, quels commentaires? Pour débattre de ces questions d'actualité, Remue Ménage reçoit ce dimanche 7 août 2016 Fallou Mbacké Cissé, spécialiste en décentralisation et développement du territoire, et Ibrahim Malik Thion, juriste, fiscaliste et financier. Remue Ménage, dimanche 10h, 11h avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité, RFM. Dimanche 7 juillet 2016, avec nous dans ce studio de la RFM, Ibrahim Malik Thion, juriste, financier et fiscaliste, et Fallou Mbacké Cissé, spécialiste en décentralisation et du développement du territoire. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Le 4 septembre prochain, le Haut Conseil des collectivités locales va élire ses membres. Déjà, les répartitions par région sont faites. Alors, à votre avis, Ibrahim Malik Thion, quelle est la pertinence d'une telle institution au Sénégal? Merci Alassane de m'avoir invité. Je remercie également Fallou Mbacké de participer à nos côtés à cet échange d'idées. Pour revenir à cette question au Conseil des collectivités locales et juger de sa pertinence, il faut lire la problématique de façon un peu plus globale. Alors, pour la lire de façon un peu plus globale, il faut voir l'ancrage institutionnel dans lequel il vient se positionner. Et c'est sous ce rapport de son ancrage institutionnel qu'on peut lire ou bien juger de sa pertinence ou non. Parce qu'une institution en soi, elle n'est ni pertinente ni non pertinente. Elle n'est pertinente que contextuellement. Elle n'est pertinente que prise dans un contexte et en fonction de l'efficacité qu'elle peut avoir dans une organisation tenant compte de ses missions. C'est ça. Ce sont ça les critères qui nous permettent de juger de la pertinence d'une institution. Et sous ce rapport, moi je crois que en soi, si on analyse objectivement les missions qui ont été confiées à cette assemblée-là, on peut lui accorder le crédit de la pertinence. Par contre, si on essaie d'envisager la question sous l'angle des préoccupations de ce pays-là, sous l'angle de l'existence d'un certain nombre d'institutions qui auraient pu jouer ce rôle, sous l'angle de la qualification même de ce haut conseil-là en tant qu'institution de la République, n'aurions-nous pu pas nous contenter d'une structure à la limite ad hoc qui est en charge de coordonner l'action des collectivités locales? Il est vrai que dans la théorie de la décentralisation, notre ami nous éclairera, l'aboutissement de la décentralisation est la création d'une chambre dans laquelle les collectivités locales font une sorte de coordination. C'est un peu le rôle du Sénat. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un dédoublement ou un choc ou un hiatus en réalité entre les missions de ce haut conseil-là et les missions de certains nombres d'institutions existantes? Parce que trop de lois tuent la loi. On le dit souvent sur une boutade, mais il y a de la vérité à ça. Trop d'institutions tuent les institutions. Aujourd'hui, on a noté que le président de la République a commencé à éradiquer un certain nombre d'agences qui étaient là. Parce qu'il a jugé à un moment qu'il y avait de la surabondance dans ces agences-là. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de paradoxe? En voulant toiletter l'architecture institutionnelle de notre pays-là, on en crée de nouvelles qui, sous un certain rapport, n'ont pas une grande utilité. Ça, c'est un premier niveau d'analyse. Le second niveau d'analyse pour juger de la pertinence de cette institution-là, c'est sa composition. Moi, je n'ai rien contre personne, mais après, il faut qu'on se rende bien compte de comment la distribution de ces postes, en l'occurrence le poste de la présidence, a été faite. Quels sont les critères objectifs qui, dans une république, permettent de confier une institution à quelqu'un? Est-ce parce qu'on est le parti politique allié,
président du parti politique allié, ou bien est-ce qu'on a une compétence X ou Y qu'on doit nous confier les rênes d'une institution. Alors, tout ce questionnement-là fait problème. Au Sénégal, il y a une sorte, on fait absence, ou bien on fait l'économie de la spéculation qui est nécessaire à la mise en place d'une action ou d'une institution. Il n'est pas que de créer une institution, il faut la penser. Il faut la penser dans le cadre d'une politique. Il faut qu'on dise que notre obédience politique ou notre orientation politique, c'est ça. Et sous ce rapport-là, telles et telles sont les institutions qui nous permettront de supporter cette vision. Mais si on fait l'économie de ce débat-là, on peut créer tout ce qu'on veut. On peut demain créer... moi, j'ai, sous le même rapport-là, moi, il y a le Haut Conseil de la haute autorité de la Corniche, il y a la haute autorité de... On crée des institutions. Mais le problème, ce n'est pas l'institution en tant que telle. C'est son animation et la pertinence du moment, l'opportunité. Ce sont ça les niveaux d'analyse pour juger de ça. Fallou Mbacké Cissé, en 1996, on avait mis en place la décentralisation. Il y a eu beaucoup d'évolutions par rapport à cela, jusqu'au moment où on met en place le Conseil des collectivités locales. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux préoccupations des Sénégalais, cette institution est pertinente ou pas? Tout d'abord, bonjour Alassane, bonjour à Ibrahima Malik. Je voudrais d'abord vous remercier de l'invitation et vous dire tout le plaisir que j'ai à être à vos côtés ce matin pour débattre de ces questions de fond. Et aussi saluer toutes les auditrices et tous les auditeurs de la RFM. Merci. Je crois effectivement que le contexte et les modalités de création du Haut Conseil des collectivités territoriales appellent une réflexion sur sa pertinence véritable. Comme Ibrahima Malik a eu à le souligner, et en de nombreux points sur lesquels nous reviendrons pour le conforter, pour le confirmer dans son analyse, je voudrais d'abord aborder une première question, parce que pour juger de la pertinence, il faudrait d'abord, comme il l'a dit dans son propos, se référer à une politique. C'est extrêmement important. Et donc la question qu'on doit se poser est celle-là. Est-ce que notre politique de décentralisation a connu, par la réforme de l'acte 3, des changements majeurs, des changements fondamentaux en faveur des territoires qui justifient que ces mêmes territoires soient aujourd'hui représentés au sommet, donc au niveau central, par un organe qui a rang d'institution de la République. Je crois que ça, c'est le premier niveau d'analyse que nous devons avoir avant de venir maintenant sur le deuxième niveau d'analyse qui est de dire est-ce que ce Haut Conseil des collectivités territoriales est pensé et conçu pour véritablement permettre aux territoires de s'exprimer, d'exister, de s'exprimer à côté de l'État pour répondre aux préoccupations des populations. Sur la première question, très rapidement, si, comme vous l'avez évoqué Alassane, si on compare le Code des collectivités territoriales issu de la réforme de 1996 et le Code général des collectivités locales, donc de la réforme de 2013, on se rend compte qu'il n'y a pas, à ce stade de la réforme en tout cas, de changement substantiel en matière de décentralisation. En réalité, on a juste quelques réaménagements. Les nouveautés de l'acte 3 à ce stade, c'est simplement le fait d'avoir élevé la participation citoyenne au rang de principe, au même titre que le principe de libre administration des collectivités locales. Bon, l'évocation du partenariat public-privé, bref. Mais sinon, vous pouvez prendre les deux codes et vous verrez que ce qui change, c'est simplement que là où il y avait des communautés rurales, on a mis des communes. Sans que les communes soient repensées dans l'optique d'une territorialisation des politiques, d'une politique de territorialisation des politiques publiques.
Et la même chose pour le département et la région. Partout où vous avez région dans le code de 96, vous pouvez simplement barrer et mettre région, et mettre département, excusez-moi. Donc ça veut dire que nous sommes dans une sorte de continuité. Il n'y a pas probablement aujourd'hui une onde de choc en matière de décentralisation au Sénégal qui peut justifier la mise en place d'un haut conseil des collectivités territoriales, parce que les véritables enjeux, c'est quoi? C'est le renforcement de l'autonomie des territoires. C'est le rééquilibrage, la redistribution des pouvoirs entre l'État et les territoires. Redistribution, pas simplement des ressources, mais du pouvoir, et donc des moyens d'action de toutes sortes de ces collectivités locales-là. C'est aussi des modalités de dialogue entre les secteurs et les dynamiques territoriales, entre l'État et les collectivités locales et les territoires plus généralement. Tout cela, donc en termes de politique, il y a une sorte de paradoxe. Mais même si on revisite les pratiques depuis la réforme de 2013, on voit qu'il y a une tentative de recentralisation dans les dynamiques de décentralisation. J'évoquerai très rapidement la dispute, la polémique qu'on a eue autour de l'aménagement de la place de l'indépendance entre le niveau central et les territoires. Le Dakar qui n'a pas pu procéder à son emprunt obligataire. Le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, qui non seulement est confié à un organisme donc, qui est le PNUD, mais qui est piloté au niveau central, donc en défaveur des territoires. Donc on peut multiplier à volonté les cas pratiques qui montrent que même si on parle de territorialisation des politiques publiques, même si on parle d'approfondissement de notre politique de décentralisation, eh bien les textes et les pratiques sont largement en déphasage avec les principes qu'on énonce dans les discours. Est-ce que la grande difficulté, Ibrahim Malick Thioune, c'est pas quand on a fait la réforme de 1996, qu'il n'y ait pas eu de bilan pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui doit marcher, ce qu'on doit faire, et qu'on revienne encore en 2013, mais en parlant de l'acte 3 de la décentralisation, on voit tous les problèmes dans les mairies et dans les communes, où chaque jour, pratiquement sur les radios, les employés se plaignent de ne pas avoir leur salaire, de ne pas avoir payé, le budget va plus au fonctionnement qu'aux réalisations concrètes. Oui. De bilan, il n'en a pas été fait de la loi de 96 sur les collectivités locales. Il y avait de grands principes qui avaient été énoncés pour donner une certaine autonomie. C'est bien. Dans les démocraties modernes, dans l'organisation des pouvoirs aujourd'hui, il ne se peut plus que tout soit joué au centre. La périphérie a un rôle à jouer. Dans un pays, c'est normal qu'on pense aux intérêts nationaux en fixant un point de conception. Mais, in fine, le destinataire, c'est celui qui est au niveau local. Il faut donc, pour que les nouveaux thèmes-là, pour qu'il y ait une appropriation, ou bien pour qu'il y ait une intégration, ou bien une meilleure efficience, il faut que la base soit impliquée. C'est donc dans ce contexte général-là qu'on avait pensé un peu la décentralisation. Il y avait même une tentative un peu avant 1996, parce que au sortir des indépendances, en 1960, on avait un peu dessiné le pays sous 7 pôles, en disant que nous, on va créer des pôles naturels, et on avait créé une grande industrie par pôle. C'était déjà des balbutiements d'une certaine décentralisation. Mais tout ceci, de bilan, il n'en a pas été fait. On a assisté tout simplement à une sorte d'instrumentalisation des institutions et des lois pour régler des problématiques politiques. Aux États-Unis, il y a eu ce qu'on a appelé le gerrymandering. Le gerrymandering, c'était tout simplement de prendre la carte électorale, de la redessiner pour voir où on est fort et en faire un pôle pour le gagner. J'ai une sorte de soupçon qu'il y a dans ces nouvelles tentatives d'acte 3 de créer ce genre de pratique. Pour la simple raison que, venant d'être évoqué par le spécialiste de la question, autant sur le plan textuel, sur le plan organique, sur le plan organisationnel, on nous parle de décentralisation, voire même de régionalisation ou de territorialisation, il reste et demeure et persiste en réalité qu'on est dans une logique de recentralisation. Tout se joue au centre. Quel est aujourd'hui les grands territoires qu'on a créés? Quelles sont leurs capacités d'impulsion d'un développement économique local? Il n'y en a pas.
Le grand problème de la décentralisation qu'on avait posé, c'était le problème de ce qu'on appelle la concomitance, le principe de la concomitance. Le principe de la concomitance, c'est le principe qui voudrait que lorsqu'on transfère une compétence, que cette compétence soit accompagnée des capacités financières pour exécuter cette compétence. Les ressources. Voilà, donc la ressource. Mais si on vous transfère, on peut vous transférer toutes les compétences que vous voulez. On peut vous transférer toutes les compétences que vous voulez. Mais si, avec ces compétences qu'on vous a transférées, vous n'avez aucune capacité à gérer ces compétences-là parce que vous n'en avez pas les moyens, ou ces moyens, vous les attendez de celui qui vous a transféré les compétences, il n'y a plus de transfert de compétences en réalité. Donc, le bilan n'a pas été fait de 96, parce que moi, je crois que quand on regarde la théorie générale de la réforme, réformer passe par un processus. Le premier processus, c'est le processus du bilan. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qui a fait que les choses n'ont pas marché? À ce bilan-là, il peut ressortir que, bon, on n'a pas besoin d'une nouvelle loi. Avions-nous besoin de l'acte 3 de la décentralisation? Moi, j'ai des doutes sur ça. L'acte 3 de la décentralisation, on aurait pu faire une petite réforme de la loi de 96 pour régler ces problèmes. Mais là où c'est inquiétant, c'est que il y a une sorte d'anachronisme, il y a une sorte de déphasage entre le tempo de l'évolution des démocraties modernes et les pratiques qu'on retrouve dans nos pays. Pour aller au-delà du débat, au-delà de la question, aujourd'hui, il y a une sorte de disqualification des cadres traditionnels d'effectuation du pouvoir. Le pouvoir, il se joue maintenant à la base. Il y a une sorte de contournement des institutions pour que le pouvoir aille se jouer ailleurs. Et c'est sous ce rapport-là qu'on a vu la naissance d'énormément de structures parallèles aux partis. On voit les Y'en a marre, on voit des structures post-partidaires qui sont là pour dire quoi? Si on lit bien, ils ne sont pas là pour contester. Ils sont là pour dire que ce pouvoir qui nous appartient originairement, parce que nous sommes le peuple, en quoi sommes-nous en train de l'exercer dans le cadre de l'organisation actuelle? Pour répondre à cette question-là, les gens nous ont sorti, bon, la décentralisation, oui. Mais la décentralisation, on a vu la pratique qu'elle est. La décentralisation n'a fait que créer une élite locale, donc pour reproduire ce qui se passait au niveau national à un niveau local. Et il y a donc toujours une disqualification des populations dans la conception et dans la mise en œuvre des politiques dont ils sont destinataires. Or, c'était ça l'idée de la décentralisation. L'idée de la décentralisation, c'était de dire, parce que la décentralisation, il faut l'opposer à ce qu'on appelle la concentration. La concentration est un mode de gouvernement qu'on avait, il y avait un président avec... c'est l'organisation administrative territoriale. C'est ça. L'organisation jacobine. Non. Jacobine. Bon, moi, je n'aime pas trop ce terme là, mais c'est très français. On s'est dit que l'administration était là, mais il fallait que les populations puissent avoir un rôle. Mais en réalité, sur le plan historique, Alassane, ce n'est qu'un retour en arrière. Dans la théorie de la démocratie, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un rapport entre des représentants, la représentation nationale, et des représentés, le peuple. Donc, en réalité, c'est la représentation nationale, l'Assemblée nationale, qui est le réceptacle du pouvoir, qui lui a été transféré par le peuple. Mais il y a eu une évolution sémantique, mais une évolution, en fait, de fait, sans que les gens ne s'en rendent compte. Le rapport n'est plus un rapport entre représentants et représentés, mais il est devenu un rapport entre gouvernants et gouvernés. Le pouvoir est passé des mains du peuple aux mains des gouvernants. Nous sommes passés de titulaires du pouvoir à gouvernés. Nous avons un rapport entre le gouvernement, le pouvoir exécutif et nous, le peuple. Et c'est dans ce contexte-là que les gens ont, pour rattraper ce qui a été perdu dans le cadre de la conception initiale de la démocratie, on a commencé à passer à la décentralisation. C'est une sorte de retour du pouvoir entre les mains de son titulaire premier. Mais on a des biais. On a énormément de biais. Les biais, c'est que, bon, après, on a beau dire ces théories-là, aujourd'hui, a-t-on un peuple sénégalais suffisamment mûr, suffisamment outillé, suffisamment au fait des pratiques politiques, de l'orthodoxie d'un certain nombre de choses pour pouvoir exercer le pouvoir en tant que tel? Ça, c'est une grande question à laquelle il faudra répondre. Justement, est-ce que le choix
de ceux qui représentent les populations à la base dans les collectivités locales est un choix qui est fait sur la base de la compétence ou bien sur la base de l'appartenance politique, où certains maires ou bien conseillers, excusez-moi le terme, n'arrivent pas même à lire les réformes qu'ils ont mises en place. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là-bas? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la réforme de l'acte 3 était intéressante dans la mesure où elle liait la décentralisation à la territorialisation des politiques publiques. Et dans cette approche de territorialisation des politiques publiques, donc d'une plus grande affirmation des territoires, l'enjeu principal était que toutes les catégories d'acteurs au sein d'un territoire se fédèrent donc pour valoriser les potentialités donc, de ce territoire-là. Et là, c'est vrai, les collectivités locales ont le lead dans la gouvernance de ces territoires, mais en réalité, c'est une gouvernance inclusive dans la mesure où toutes les catégories d'acteurs pouvaient y prendre part. Et donc, on pouvait supposer qu'à travers la territorialisation des politiques publiques, la logique territoriale de gouvernance et de développement, on aurait pu même bonifier les collectivités locales par l'apport des autres catégories d'acteurs, le secteur privé, les populations, bref, l'État même étant acteur territorial à la base. Mais en réalité, et c'est ce que je disais dans mon premier propos, c'est que l'autonomie politique des territoires est encore hypothéquée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les états-majors des partis politiques au niveau national ont encore un grand pouvoir dans la confection des listes électorales et donc dans la composition de ces collectivités locales-là. Et donc, ça fait qu'on retrouve justement ce même problème au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales. Et ça nous ramène à la deuxième question que j'évoquais. Est-ce que le Haut Conseil des collectivités territoriales est aujourd'hui pensé et conçu pour permettre une représentation utile et effective donc, des territoires au niveau national? Alors là, considérons d'abord une inquiétude. C'est-à-dire que quand on a annoncé le Haut Conseil des collectivités territoriales, la première réflexion qu'on peut avoir, c'est de se demander quel est maintenant le sort réservé au Conseil national de développement des collectivités locales, à la Commission nationale de dialogue des territoires, donc à la commission, au comité interministériel sur l'aménagement du territoire. Parce qu'il y a au fond beaucoup d'instances qui, plus ou moins, tentaient de jouer le même rôle que le Haut Conseil tel qu'on l'a conçu aujourd'hui. Donc on peut s'attendre logiquement à ce que le Haut Conseil englobe ces différentes entités et donc les fasse disparaître. Par contre, on n'a aucune réponse sur cette question-là. Mais d'abord les missions du Conseil. On nous dit que le Conseil sera une assemblée consultative. C'est déjà bien, mais c'est trop peu. C'est au-delà de la consultation classique qui serait pour l'État la possibilité de venir au Conseil et de lui dire voilà un projet de loi que j'ai, voilà un projet de décret que j'ai, voilà un projet de règlement que j'ai, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on devrait aller dans une logique de co-construction de projets. Il faudrait qu'à travers le Haut Conseil, que l'État puisse co-construire des projets avec les représentants des territoires. Ça, c'est un. Ensuite, il faudrait peut-être qu'on aille vers des compétences semi-délibératives ou mi-délibératives. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on donne au Conseil la possibilité de faire des propositions à l'exécutif, donc au gouvernement, et que, comme par exemple c'était le cas au Mali, que le gouvernement soit dans l'obligation, sous une quinzaine de jours, d'en débattre en Conseil des ministres et de traduire cette proposition en projet de loi conforme à soumettre à l'Assemblée nationale. Je pense que si on avait des choses comme ça, là, il n'y aurait pas de doute, c'est-à-dire qu'on se rendrait compte que non, on veut véritablement que les territoires aient un pouvoir, qu'il soit l'alter ego de l'État, donc dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Sur la composition,
c'est étonnant, Ibrahim Malik l'a bien souligné. C'est étonnant que le président de la République choisisse non seulement 40 hauts conseillers, mais ensuite le président du Haut Conseil. Le président, je suis désolé, si nous sommes dans une logique de représentation des territoires, dans une logique de décentralisation et de territorialisation des politiques publiques, le président de la République n'a rien à voir dans le Haut Conseil des collectivités territoriales. La composition le Haut Conseil doit être une émanation des territoires. C'est les territoires qui sont là-bas. Et l'État même pourrait être représenté dans ces territoires, mais à travers ses représentants au niveau local, qui serait l'État acteur territorial. Je ne parle pas de l'État république. Donc ça, c'est un fait. Donc, que l'on considère l'environnement, que l'on considère les missions, que l'on considère la composition, eh bien, il y a un problème. On aurait pu également, et je vais en finir par là, parce que ce Haut Conseil, il n'a de pertinence que s'il joue un rôle charnière entre l'exécutif et le législatif. Pourquoi ne pas concevoir des espaces de dialogue où le Haut Conseil pourrait se réunir avec l'Assemblée nationale en congrès, je mets ça entre guillemets parce que d'habitude c'est le Sénat, mais en congrès justement pour définir des choses. Parce que c'est aujourd'hui les territoires qu'on met au centre de la gouvernance et du développement du pays, et donc le Haut Conseil doit être conçu et positionné au centre de l'exécutif et du législatif pour que les lois soient une émanation des territoires et soient conformes à nos réalités, et que les politiques publiques soient également conçues à partir des territoires et en parfaite cohérence avec les politiques sectorielles. Donc on ne peut pas, pour conclure sur ce point, fragiliser les territoires dans la pratique et vouloir les représenter, surtout dans une institution qui pourrait paraître un peu bancale. Oui, là où l'Assemblée nationale a du mal à faire son travail que les Sénégalais attendent d'elle, est-ce que le Haut Conseil peut le faire? Oui, mais non. Il vient de vous faire la démonstration parfaite de ce que ce Haut Conseil-là n'a pas encore, du point de vue des missions qui lui sont attribuées et déclinées dans la loi, n'a pas encore une possibilité d'être impactant dans l'action publique. Ça vient d'être démontré. Et moi, il y a quelque chose qui me fait sourire dans cette affaire-là, c'est quand on parle d'assemblée consultative. Parce que le mot consultatif, c'est le mot le plus piégé au Sénégal actuellement. Parce qu'il n'y a pas longtemps, tous les professeurs de droit se sont déchirés autour de consultation, de délibération. Donc consultatif, aujourd'hui au Sénégal, la doctrine juridique n'a pas encore fixé le contenu du mot consultatif. Bon, c'est bizarre, mais tout le monde sait que c'est qu'une consultation, mais en tout cas, il n'y a pas longtemps, on ne savait plus. Chacun donne le contenu qu'il veut. C'est pour cette raison-là, c'est l'une des raisons qui font que on peut douter de la pertinence de cette Assemblée, de cette nouvelle institution de la République. En termes conceptuels purs, le Haut Conseil, il a du sens. Parce qu'on est dans une logique, comme il vient d'être souligné, de territorialisation. Mais c'est le contenu et les missions qui posent problème. Qui posent problème, et maintenant, son ancrage dans l'architecture institutionnelle existante. Je veux bien, on a un Haut Conseil, dont acte. Mais quelle va être l'interrelation de ce Haut Conseil-là avec les institutions déjà existantes? Est-ce qu'on va entrer dans une logique de concurrence avec le Sénat, le Conseil économique et social et l'Assemblée nationale? Ou bien est-ce qu'on va rentrer dans une logique de vassalisation parce qu'il y a une possibilité de vampirisation, que ce soit une caisse de résonance en plus? Mais est-ce qu'au fond, c'est pas justement pour caser un personnel politique? C'est ça. Et c'est dommage qu'on puisse utiliser une institution aussi prestigieuse à laquelle on aurait pu donner un retentissement un peu plus élogieux par rapport à la réforme de l'acte 3, qu'on puisse se retrouver dans un Haut Conseil où la technicité est mise de côté, où le relent politique ressort à 1000 lieues. À 1000 lieues, on n'a pas besoin de dessin ou d'une explication pour comprendre que, on est en train de caser des gens. Qu'on case des gens, on peut dire que ça entre dans une logique clientéliste très connue au Sénégal. Mais qu'on le fasse de façon assez intelligente. On a un instrument politique assez puissant qu'on appelle un Haut Conseil des
des collectivités territoriales. On vient de faire une réforme pour dire qu'on va décliner, on va territorialiser les politiques publiques. Maintenant, les politiques publiques ne sont plus pensées au centre. Il faut qu'à la périphérie, on les sources pour pouvoir les y décliner, tenant compte des spécificités de chaque territoire. C'est toujours bien. Mais à partir de ce moment-là, allons jusqu'au bout de la logique. En quoi faisant? En essayant de faire une sorte de traduction de ce qui se joue au niveau local à un niveau central pour qu'il y ait également une coordination. Parce que quand on dit territorialisation, il ne faut pas que chaque territoire fasse n'importe quoi. Il faut que ce que les territoires réalisent au niveau local, qu'il puisse y avoir une sorte de cohérence au niveau national. Parce que cette logique de territorialisation, en réalité, ce n'est pas une logique de dispersion, ce n'est pas une logique de déstabilisation, c'est une logique de retour aux destinataires premiers des politiques publiques, des règles de droit, pour que ceux-ci puissent y participer. Mais leur participation ne doit pas aller en divergence frontale avec ce qui se joue au niveau local, au niveau national, quand même. Et le Haut Conseil, c'est ça qui aurait dû être son rôle. J'ai vu parmi les missions du Haut Conseil une question piégeuse. Autant elle est piégeuse, autant elle est suspicieuse. C'est quelle question? C'est la question du foncier. Moi, c'est la question qui m'interpelle le plus sur ce Haut Conseil-là. Est-ce qu'on est en train de créer un Haut Conseil du foncier sénégalais pour pouvoir mieux se partager les terres? Ou bien est-ce qu'on a donné des compétences au Haut Conseil-là pour un peu apaiser la pression foncière c'est une pression assez agressive. Où les maires vendent des terres au Sénégal. Il y a c'est pour apaiser cette spoliation qui se joue de façon un peu désorganisée. Alors qu'on a une loi sur le domaine national, on a énormément de lois. On va faire une petite digression sur cette question de la terre. Vous savez, les plus gros conflits africains sont nés de ce problème de la terre. La terre, c'est le réceptacle de l'ethnie, c'est le réceptacle du clan. C'est l'aspect subjectif c'est l'aspect objectif qui a le plus de retentissement subjectif. Les gens s'originent par rapport à une terre. Les gens se disent, moi je suis de tel. Au Sénégal, d'ailleurs, tous nos griots là ont fait leur richesse sur cette affaire-là. Vous êtes de tel. Voilà, moi je ne connais même pas les terres qu'ici. Mais en tout cas, la terre, c'est quelque chose où la personne s'ancre. Vous voyez une personne qui fait une belle carrière aux États-Unis, qui a tous ses biens aux États-Unis, qui est né dans un village de je ne sais pas où, il meurt dans ses dernières volontés. Ramenez-moi là-bas. Donc la terre a quelque chose de fondamental. Et que lorsqu'on touche à la terre, il faut être très tact, il faut être très docte. Sinon, on risque d'exploser ce pays-là. Qu'est-ce qui se passe dans les pays voisins où il y a toutes ces guerres civiles-là? Cette revendication Casamance, c'est quoi? C'est une terre. Ils disent, bon, écoutez, c'est notre terre. Nous, on croit que tout ce qui est vert au Sénégal, là, c'est pour nous donner nous. Qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là? Qu'est-ce qui se passe en Guinée-Conakry avec cette affaire entre Soussou, Peul, tout ça? C'est une question de terre. Qu'est-ce qui se passe au Mali avec les gens de l'Azawad qui disent que cette partition, c'est la terre? Pour y toucher, il faut être très regardant. Sinon, on risque d'exploser ces pays-là. Par contre, ça, c'est un problème plus fondamental. Je crois qu'on sera également regardant sur ça. Mais ce qui est le plus immédiat, c'est qu'il y a une spéculation foncière orchestrée par un pouvoir qui a été donné par des maires. Or, les maires, ils n'ont même pas un pouvoir de cession, ils ont un pouvoir d'attribution sous réserve de mise en valeur. C'est ce que la loi dit. Il y a une délibération qui t'affecte. Mais la plupart d'entre eux vendent des terres. Mais c'est constant. Ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent. Et mais ça, est-ce que le Haut Conseil sera là pour le freiner? Ou est-ce qu'il sera là pour que cet enrichissement soit destiné à d'autres mains? La question mérite d'être posée si on voit comment les gens qui sont au Conseil ont été nommés. On aurait nommé des spécialistes comme Fallou Mbacké, qui est un spécialiste de la question de la décentralisation, qui a des homologues, des pairs sur la question qui peuvent apporter une plus-value à cette question-là. La gestion de la terre aurait été un peu plus rationnelle. Mais si on voit que on note de la main d'un personnel politique qui s'enrichit sur ça pour donner à un autre personnel politique, la question reste constante. Et ça, c'est la question la plus piégeuse sur cette affaire de Haut Conseil des collectivités locales. C'est une question extrêmement importante, mais il faut qu'on évolue un peu. Le deuxième point, ça rejoint ce qu'il avait dit, c'est les préoccupations des populations. On voit que le Sénégal, on s'endette beaucoup, le pays prend énormément d'argent, la Banque islamique de développement, son portefeuille, c'est 648 milliards de francs CFA, mais depuis 3 ans, la BID est venue au Sénégal en 10 ans,
que le Sénégal n'a consommé que 19% d'exécution par rapport à cet argent. Le ministre des Finances dit que c'est les lenteurs des procédures des marchés. Est-ce qu'il y a une incapacité aujourd'hui dans ce pays à recevoir cet argent et à l'amener effectivement là où il doit aller? Oui, Alassane, c'est vrai que c'est paradoxal que dans un pays qui manque de tout, que des crédits soient alloués et qu'ils ne soient pas consommés. Mais je pense qu'il faudrait qu'on change de disque, si vous me passez l'expression. On a longtemps indexé les procédures de passation des marchés publics. Et si je me rappelle bien, je crois que la dernière réforme du Code des marchés publics a été justement motivée par ça. Et donc, on avait procédé à une réduction des délais, à un allègement des procédures, au relèvement des seuils, mais tout en restant dans les standards internationaux de transparence et de bonne gouvernance, tout en assurant le libre accès à la commande publique, l'égalité des candidats et la performance de notre économie. Alors, ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse une introspection. Moi, je pense fondamentalement que nous devons à ce stade aujourd'hui interroger un certain nombre de choses. D'abord, notre environnement politique et institutionnel. Interroger notre environnement économique. Interroger notre environnement social, notre environnement professionnel. Ce sont ces secteurs qu'on doit aller revisiter pour voir pourquoi on a du mal à être performant et à produire des résultats dans ce que nous entreprenons. Au plan politique, on peut considérer que la plus grande tare, c'est que nous sommes dans un pays où la cadence des projets est parfois fonction de l'agenda politique. Alors, si l'agenda des projets n'est pas agencé à l'agenda de développement, mais à l'agenda de politique, pour ne pas parler de politique politicienne, on peut concevoir que quand le prince regarde à droite, tout le monde regarde à droite et se dirige à gauche et délaisse donc les autres points cardinaux en souffrance. Mais il y a aussi le fait que, à mon avis, il y a des activités politiques qui parfois capturent toute l'attention, toutes les énergies de la nation, y compris des administrations publiques. Je vous donnerai un simple exemple. On a vu dernièrement le Conseil des ministres délocalisé à Dakar. Pendant 2 semaines, je peux vous assurer que si les Sénégalais, les Dakarois faisaient le témoignage des blocages qu'ils ont eus dans les administrations, parce que toutes les autorités administratives et politiques étaient concentrées juste sur l'organisation de ce conseil-là, alors on comprend que, effectivement, qu'on soit dans des retards inexplicables. Au plan économique, mais nous avons encore beaucoup de mal, parce que vous choisissez des prestataires, vous choisissez des maîtres d'œuvre dans l'exécution des travaux et vous êtes obligé en cours de route d'en changer plusieurs. On a des ruptures, des dysfonctionnements comme ça dans l'exécution des projets. Ça aussi, ça retarde les choses. Alors ça interroge la réelle capacité des prestataires, en tout cas des maîtres d'œuvre à rester dans les délais impartis. Si les chantiers sont confiés à des tailleurs, ça voilà. Ibrahim Malick Thioune, par rapport à cette problématique aujourd'hui, l'argent est là, mais on n'arrive pas à le consommer, les populations attendent. C'est une question assez complexe et il faut qu'on la remette dans son contexte. C'est la question de l'aide publique au développement. Tous ces crédits qui ne sont pas absorbés, c'est des crédits qui viennent des bailleurs de fonds. Et cette question-là, il faut qu'on prenne le temps de la comprendre et la disséquer. Quand on parle de problème d'absorption des crédits, il faut voir les origines de ce problème-là. Le problème a pour origine
les procédures des bailleurs qui sont très complexes. On a N bailleurs, multilatéraux, bilatéraux, qui viennent chacun avec une procédure spécifique, qui font qu'il y a une complexification volontaire, et je vais y revenir, de l'aide. Et cette complexification-là a pour répondant au niveau du pays qui reçoit l'aide, la compétence. Les bailleurs vont nous dire, il y a un problème de compétence chez vous pour pouvoir absorber ces fonds-là. Or, au Sénégal, on ne souffre pas de ce problème de compétence. On a la direction de la planification des politiques publiques. On a toute l'organisation qu'il nous faut, la direction de la planification, au niveau du ministère de l'économie et des finances. Donc, il y a une coordination et les gens, on a des planificateurs de très haut vol. Mais, on va prendre ces crédits-là, en nous disant que vous êtes incompétents pour les absorber, on va prendre 80% des crédits et on va nous amener des bailleurs, des expatriés. Ce sont les fameux experts qu'on voit un peu partout là. Ils vont bouffer 15% du budget. Dans l'exécution, on va nous obliger à signer avec des entreprises du pays donateur. La France voudra que son argent soit exécuté par des entreprises françaises, l'Allemagne, ainsi de suite. Ça, c'est un premier niveau de problème. Le second niveau de problème, c'est la finalité de l'aide. Chaque bailleur a une finalité. Il y a des bailleurs qui disent, nous, on vous aide si vous faites des réformes démocratiques. D'autres disent que nous n'intervenons que dans l'agriculture. D'autres disent que nous n'intervenons que dans telle chose. Ce sont des projets clés en main qu'on nous donne, qui ne correspondent pas parfois à des besoins des réalités locales. Ça, c'est un second niveau de problème. Le troisième niveau de problème, ce sont les fameuses conditionnalités. On a tous entendu parler ici de ces conditionnalités. Et il y a cet effet d'annonce qui est un peu malsain venant des bailleurs. On va faire l'effet d'annonce en disant non, on va donner X milliards au Sénégal, sachant qu'il y a une complexité telle que le niveau d'absorption ne sera que de 15%. Donc il y a un effet d'annonce de 100 pour qu'on en arrive à 10%. J'ai bien aimé la volonté. Je sais que bon, c'est une volonté, c'est une utopie, mais c'est une volonté quand même, et il est courageux de le dire, du président de la République, quand il dit, dans sa dernière sortie là, lorsqu'on faisait la revue des entreprises du Sénégal, il dit, je voudrais que l'on sorte de l'aide publique au développement dans 5 ans. Parce que l'aide publique, Olof Ndiaye, mais ça, il faut travailler pour s'en sortir. Oui, il faut travailler pour s'en sortir, mais l'aide publique au développement est une sorte de retour de l'impérialisme. Cette aide publique au développement, il y a des conditionnalités écrites, mais il y a des conditionnalités sous-jacentes qui ne s'écrivent pas, mais qu'on traduit par la réalité. Prenons un exemple. N'est-il pas curieux qu'au Sénégal, 99% du tissu bancaire soit entre les mains d'étrangers, soit des Français, soit des Marocains. La dernière... Mais pourquoi les Sénégalais ne se mettent pas dans la banque aussi? Mais les Sénégalais se sont mis dans la banque, mais après, il y a certaines choses qu'on donne à certains qu'on ne donne pas à d'autres. Ça, c'est une réalité que j'ai éprouvée pour avoir été dans ce milieu-là. Donc, c'est paradoxal de vouloir sortir de l'aide dans 5 ans. Il y a énormément de choses qu'il faut faire. L'autre problème, voyez le cas de... Il y a un cas qui est très parlant, le cas de la compagnie nationale, la compagnie aérienne. Là. Moi, en réfléchissant, j'ai dit il y a un problème. On a été voir à la limite Turkish Airlines pour leur donner la compagnie gratuitement. Alors, et il m'a paru bizarre qu'il y ait en ce même temps, dans le même temps, on a commencé à avoir des difficultés avec l'aéroport Dakar AIBD. On a des difficultés avec cet aéroport, avec le constructeur, et subitement on entend dans la danse un constructeur turc qui veut terminer l'aéroport. Ça, ce sont des conditionnalités déguisées qui font que aujourd'hui la Chine est un pays qui intervient de façon agressive en Afrique, mais à chaque fois que la Chine intervient, la rançon, c'est qu'il y a un pan entier de l'économie qui lui est donné sans que ce soit écrit. Donc ce problème d'absorption est lié à un problème c'est lié à un problème de rationalisation de l'aide publique au développement et un problème de
finalité de l'aide publique au développement. Pour aller au dernier point de notre débat, malheureusement le temps qui nous est parti est bientôt terminé, c'est l'histoire du fichier électoral. Il y a des points de divergence entre l'opposition de pouvoir sur la refonte du fichier électoral, mais la question qui est sortie des discussions, c'est la question de la nationalité a été reposée. Certains membres de l'opposition accusent le pouvoir d'avoir demandé que celui qui veut se présenter à la présidentielle, qu'il renonce 5 ans avant à sa nationalité. Est-ce que cette histoire de nationalité est encore partie pour créer un problème dans ce pays? Malheureusement, c'est à mon avis très inquiétant qu'on continue à poser cette question de la nationalité parce que partout où cela s'est posé en Afrique, cela s'est fait pour empêcher certains citoyens d'être des candidats, donc de réaliser leur aspiration à diriger ou à exercer le pays ou à exercer des fonctions publiques élevées. Et donc, mais partout aussi, on a vu que ça a fini très mal. Oui. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit des apprentis sorciers en convoquant des choses comme la nationalité, comme l'ethnie, comme la religion, etc. Mais est-ce que cette question n'est pas déjà réglée par la Constitution de 2001 qui dit que celui qui veut être le président de la République du Sénégal ne peut avoir qu'une nationalité sénégalaise, exclusivement nationalité sénégalaise? C'est déjà réglé, non? Pourquoi on repose la question? Mais tout à fait. Et c'est là où on prête le dos, on prête le flanc. Parce que cette question de la nationalité, moi, Alassane, je voudrais simplement faire remarquer que ça ne règle pas la question du patriotisme. Pourquoi? Parce qu'on dit que Abdoulaye Wade, le président Wade, avait la double nationalité et qu'il n'y a même pas renoncé pendant ses 2 mandats. Mais à l'analyse, qui plus que Wade a pratiqué la diversification des partenaires du Sénégal en s'ouvrant aux pays arabes et à l'Asie? Qui plus que Wade a un peu combattu les intérêts français au Sénégal. Et pourtant, il était, dit-on, détenteur de la nationalité sénégalaise. Donc le problème, c'est pas de la française, autant pour moi. Donc le problème, ce n'est pas de détenir ou pas la nationalité d'un autre pays. Et d'ailleurs, Wade disait dans ses déclarations, la France fait partie de ceux qui l'ont combattu pour le faire partie. Mais justement, alors qu'il avait la nationalité, aujourd'hui, on peut aussi, à l'opposé, se dire qu'on peut avoir un président qui a la seule nationalité sénégalaise, mais qui, en fait, brade les intérêts du Sénégal à la France, sans avoir même la nationalité de ce pays. Donc, pour moi, c'est une question symbolique. C'est une question symbolique qu'il faut poser, à mon avis, même pas au moment du dépôt des candidatures, mais après l'élection du président de la République, qui, quand il est élu, il peut renoncer à sa nationalité. Pour moi, c'est un problème de symbolisme. Cette question qui est revenue subitement dans le débat par rapport à la réforme du fichier électoral, la discussion, juste on repart de la question de la nationalité en disant oui, celui qui veut être président de la République doit renoncer 5 ans avant à sa nationalité. Oui, et Abdoul Mbaye, l'ancien Premier ministre, dit qu'il est visé par rapport à cette disposition. Le PDS dit que c'est qu'on veut éliminer Karim Wade. Oui, c'est vraiment les faux débats du Sénégal. Au Sénégal, on a parfois des mots. On a ici parlé de l'entrisme, de la fracture numérique. C'est des mots qui de la diversion. C'est des mots c'est des choses qui reviennent à la mode et qui n'ont pas de sens. Comment peut-on lier la nationalité au patriotisme? Dire que celui qui est titulaire d'une autre nationalité en sus de celle sénégalaise ne serait pas patriote, alors même que 4 jours avant, en allant aux Jeux Olympiques, on donne notre drapeau national à des binationaux pour aller nous défendre sur tous les terrains d'Afrique. Il faut arrêter ce débat-là qui est un faux débat et le sortir au moment où les gens qui ont eu la double nationalité, ils ne l'ont pas eu contre leur nationalité sénégalaise. Ils l'ont eu pour régler certains problèmes pratiques qu'ils avaient quand ils vivaient en France. Ça, c'est interminablement un faux débat. Et cette question-là, moi je mets en garde, il ne faut pas toucher à ces questions. Le Sénégal a gagné sa stabilité en faisant le compromis au-dessus de toutes ces questions de terre, d'appartenance ethnique, de nationalité. Si on ouvre la boîte de Pandore, tout peut sortir. Mais est-ce que justement, ce n'est pas parce que le Sénégal est une société d'évitement qu'on est dans cette situation? Elle n'est pas une société d'évitement. Qu'on ne pose pas les vrais débats. On pose les vrais débats. Elle n'est pas une société d'évitement. Elle est une société de compréhension et de dialogue. Toute question qui se pose, il y a ce qu'on appelle l'analyse des politiques criminelles. Quand on fait ces politiques criminelles, il y a pour un phénomène criminel une réponse de type étatique ou une réponse de type
sociétale. Lorsqu'on a un problème au Sénégal, on a deux types de réponses. On a une réponse de type politique ou une réponse de type sociétal. Vous voyez parfois qu'il y a un déphasage entre la prise en main d'une question par les politiques et son solutionnement par la société. 99% des questions ici politiques, juridiques n'ont pas été réglées à Touba et à Tivaouane. Ça, c'est une réponse sociétale du corps sénégalais par rapport à des problèmes auxquels il faut. Mais par contre, pour revenir sur ce fichier électoral, ce fichier électoral, il faut qu'on en sorte. Il faut qu'au Sénégal, on arrive à savoir qui vote, qui ne vote pas, qui est mort, qui n'est pas mort. Parce qu'au Sénégal, on n'est pas capable à ce jour, parce que moi j'ai suivi le débat. Pour savoir exactement. On ne sait pas qui est mort, qui n'est pas mort, qui vote, qui ne vote pas. Le vote, c'est l'expression du peuple. Et l'expression du peuple, le vote, il est marqué par deux caractères. Il faut qu'il soit existant, il faut qu'il soit personnel. Or, avec ce problème du fichier électoral-là, le vote n'est ni existant, ni personnel. Parce que moi, je ne sais pas si on a voté à ma place, je ne sais pas si ma maman décédée a voté. Donc, ça pose la question de la légitimité de la dévolution du pouvoir au Sénégal. Malheureusement, le temps que nous ayons imparti est terminé. Merci à Ibrahim Malik Thioune, juriste financier et fiscaliste, et à Falloum Bakessi, spécialiste en décentralisation et en développement des territoires. Au micro, Alassane Samba Diop, parti technique Abdoulaye Diop. Excellent dimanche à tous.